Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. De la mise en place du statut à une réorganisation totale de Wallis et Futuna, 1962 à 1969, l'édification d'un territoire de la République française. En 1961, Wallis et Futuna sont des archipels pratiquement inconnus en France. Leur éloignement géographique et la faiblesse des moyens de transport ne favorisent pas les communications avec le pouvoir central. Pourtant, ces îles deviennent un territoire d'outre-mer en 1961 tout en conservant l'intégralité de leurs coutumes. La mise en place du statut résulte d'un contexte particulier. Depuis leur découverte jusqu'à la fin du protectorat, ce sont les missionnaires établis dans ces archipels qui ont le monopole de la représentation extérieure. En 1958, tout bascule en France, la Nouvelle République recadre les dom-toms. À Wallis et à Futuna, après quelques difficultés dans les royaumes, c'est un oui massif qui accueille le statut de tom. Pourtant, le projet de loi n'est pas encore fixé. Il est discuté peu après le vote avec les hauts dignitaires coutumiers, puis adressé à l'Assemblée nationale et débattu au Sénat. Enfin, rapidement examiné, il est promulgué en 1961, soit 1 an et demi après le vote. Dès 1964, l'administrateur supérieur en constate les insuffisances. Il émet un arrêté à cet effet et réorganise les circonscriptions administratives. Il instaure entre autres le suffrage universel dans la nomination des chefs de village. Coutume et modernité sont désormais les mots-clés de l'administration de Wallis et Futuna. La création des nouvelles institutions ouvre de nouvelles portes pour les insulaires qui se lancent désormais dans la politique. L'autorité coutumière, quant à elle, ne baisse pas les bras, et face à cette effervescence de modernité continue de s'affirmer en tant que telle. Les premières années du TOM marquent un début à tout. La découverte par les insulaires d'un nouveau type de gouvernement. Le développement des commerces, créant un nouveau régime alimentaire. L'amélioration de l'habitat autochtone. La mise en place progressive des infrastructures de santé, d'enseignement et de communication. L'apprentissage par les administrateurs supérieurs de la collaboration avec l'autorité coutumière et religieuse. Chapitre 1. Le statut de 1961. Une spécificité propre à Wallis et Futuna. Le changement de statut nous amène maintenant à nous pencher sur le projet de loi et ses conséquences, positives ou négatives, dans la vie des insulaires. La mise en place du statut du 29 juillet 1961 a procédé par étapes. Exhorté par le résident Pierre Fauché et le délégué Camille Gloanec, le 27 juin 1959, les trois rois de Wallis et Futuna demandent officiellement au président de la République le statut de territoire des Outre-mer. En octobre de la même année, Monseigneur Poncet remet aux résidents et au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, au commissaire pour l'océan Pacifique, une ébauche de projet de loi incluant les pouvoirs coutumiers dans un nouveau gouvernement territorial. Alors que le projet de loi n'est pas encore bien défini, le décret du 4 décembre 1959 pris par le président de la République organise la consultation des populations wallisiennes et futuniennes pour le nouveau statut. Jusqu'en août 1961, à Wallis, les débats et les inquiétudes se focalisent sur l'enseignement catholique et la préservation de la coutume. Tandis qu'en France, il faut attendre le mois de mai 1961 pour que le projet de loi soit soumis à la commission des lois. Ce n'est que le 11 juillet que l'Assemblée nationale débat du projet de loi, pour enfin l'adopter officiellement le 29 juillet 1961. À son contexte et sa mise en place. 1. Le protectorat de Wallis et Futuna, ou le temps de la PREPONDERANCE missionnaire. Le changement de statut de domination à Wallis et Futuna s'opère dans un renouveau politique français, et le général de Gaulle en est le principal artisan. Une fois la nouvelle constitution de la Ve République votée et son accession au pouvoir engagée, de Gaulle recadre le statut de la communauté. Aussi, c'est dans un contexte français peu stable que Wallis et Futuna doivent décider de leur avenir. Rappelons toutefois que les premiers Européens à fouler les terres de ces archipels n'étaient pas des Français. Deux grands explorateurs hollandais découvrent une nouvelle route maritime, le Cap Horn.
Wallis et Futuna se trouvent dans le Pacifique Sud, et constituent l'Océanie centrale avec les îles Fidji, Samoa et Tonga. Situés à 23 000 km de la France, ces archipels furent découverts respectivement par un Anglais et 2 Hollandais au XVIIIe et XVIIe siècle. Futuna est le premier des 2 archipels que les Hollandais ont aperçus. Le 25 mai de l'an 1616, 2 bateaux quittent le port de Hoorn en Province-Unie, aujourd'hui les Pays-Bas. Le premier est un grand navire d'environ 360 tonneaux et ayant pour nom Unité. À son bord, le capitaine Guillaume Schouten, son principal marchand et négociant Jacques Lemaire, ainsi que l'équipage composé de 65 hommes. Le second navire, baptisé Hoorn, ne fait que 110 tonneaux avec un équipage de 22 hommes. Son capitaine Jean Schouten n'est autre que le frère de Guillaume Schouten, et son marchand et négociant est Harry Sclaf. Au XVIIe siècle, en plus des maîtres mariniers qui dirigeaient l'équipage, souvent était présent un négociant expérimenté pour les échanges avec les pays étranges et lointains. En effet, la principale motivation de ces aventuriers, outre de découvrir de nouvelles terres en circumnaviguant, était surtout de revenir de ces voyages avec beaucoup de richesses. Pour le capitaine Guillaume Schouten, il y avait un autre défi à relever. Les Provinces-Unies avaient interdit à tous les marchands et habitants de naviguer à l'est du cap de Bonne-Espérance, vers les Indes ou d'autres terres inconnues, ou de passer par le détroit de Magellan si renommé. En fait, le principal objectif de l'entreprise de Schouten était de découvrir un autre passage pour gagner les mers du Sud sans passer par le détroit de Magellan. Il s'agit ici d'une initiative privée, particulièrement celle de 3 hommes qui ont réuni assez de fonds et de courage pour s'aventurer dans cette épopée. Guillaume Schouten, Jacques Lemaire et son fils Isaac. Le but est enfin atteint le 29 janvier 1616, soit 8 mois après avoir quitté les Provinces-Unies. L'Unité traverse le cap que Guillaume Schouten baptise Hoorn. Nous passâmes outre vers l'ouest-nord-ouest et sur le soir nous découvrîmes de rechef la terre vers le sud du détroit de Magellan, s'étendant vers le sud, étant fort haute et montagneuse et toute couverte de neige, finissant vers le sud en un cap fort aigu, situé sur la latitude méridionale de 57°48', lequel nous appelâmes le cap de Hoorn. C'est ainsi que Schouten et Lemaire ont été les premiers explorateurs aventuriers à découvrir le célèbre passage qui les mena directement dans les étendues des mers du Sud, et bientôt sur Futuna. Désormais, l'Unité navigue dans l'océan Pacifique. Il longe la Nouvelle-Guinée pour essayer de se ravitailler en nourriture, mais les vents et les courants les éloignent de ce but. Le 19 mai 1616, l'équipage aperçoit pour la première fois les îles Futuna et Alofi. Le vent était sud et le cours nord. L'après-midi nous vîmes 2 îles au nord-est quart à l'est de nous, environ à 8 lieues qui paraissaient être affilées environ à un coup de canon l'une de l'autre, sur quoi nous allâmes leur nord-est pour voiler par-dessus cette terre avec beau temps mais peu de vent 6. Illustration 1, île de Hoorn en 1616. Source Ibidem, page 50. La première estampe nous montre les 2 îles. À gauche de l'estampe l'île de Futuna et à droite l'île Alofi, avec une étroite séparation entre les deux qui est beaucoup plus marquée aujourd'hui. Nous pouvons apercevoir au premier plan la chaloupe du navire avec quelques membres de l'équipage, ouvrant le feu sur les naturels en pirogue. Le paysage est très dense et les montagnes élevées. Beaucoup d'insulaires sont sur le rivage, et semblent regarder avec étonnement le navire de William Schouten accosté dans la baie. Les premiers contacts entre les Occidentaux et les Futuniens se passent sans trop de heurts. Il y a néanmoins quelques blessés du côté des autochtones. D'après le capitaine Schouten, les Futuniens avaient compris que les étrangers n'étaient pas leurs ennemis, et qu'ils n'étaient pas venus pour prendre leurs terres. Les échanges sont nombreux avec les 2 peuples, car plus les jours passent et plus l'entente est chaleureuse. Dans son carnet de bord, Guillaume Schouten note : ce peuple est vaillant et grand de stature. Les hommes communs entre eux étaient aussi hauts que le plus haut de nous, et les plus hauts d'entre eux surpassent beaucoup en hauteur les plus hauts des nôtres. Ils sont hommes forts et de belles factures de corps et de membres, bons coureurs, experts nageurs, d'une couleur brune jaunâtre, ils sont propres et forts divers en leur façon de tresser leurs cheveux. Le roi avait un long floquet au côté de la tête, qui lui pendait sur le côté jusqu'aux hanches, lié avec un nœud ou 2. Ils vont tous nus, tant hommes que femmes, seulement soit peu couverts devant les parties honteuses. Leurs femmes sont fort difformes tant de face que de corps,
et petites par-deçà ont de longues mamelles pendantes qui en quelques-unes leur pendent en façon de faux cuir jusqu'au ventre, sont fort impudiques, exposent l'usage de leur corps en la présence de tous les hommes voire du roi même seulement dessous une natte. Nous ne pûmes observer que ce peuple est aucun dieu ou service de Dieu, ou peu ou grand mais vivent sans crainte comme les oiseaux du bois. Ils ne sèment ni cueillent ni ne font aucune œuvre de leurs mains. La terre leur produit de nature tout ce qui leur est nécessaire à la vie comme les cocos, les racines, bananes et fruits. Quand l'eau se retire, les femmes cherchent quelquefois des lieux bas sur le rivage de la mer, du poisson, ou quand il leur plaît les prennent avec leurs hameçons puis les mangent tous crus. De fait qu'on peut voir là au vif l'âge doré duquel parlent les poètes. Nous donnâmes au partir le nom de notre propre ville à cette île, à savoir l'île de Horn, et à la rade où était notre navire, la rade de la Concorde, selon le nom de notre navire. Illustration 2. La population futunienne en 1616. Source Ibidem, page 56. La seconde estampe nous donne un peu plus de précision sur la physionomie des Futuniens. L'échange entre ces derniers et les étrangers venus de la mer est amical. On peut voir les étrangers jouer de la musique pendant que les insulaires discutent entre eux à l'extérieur ou sous le phal. La description physique des Futuniens citée précédemment correspond aux caricatures du dessin. Les longues nattes ainsi que la morphologie imposante des personnes au premier plan sont les caractéristiques de ces archipels. Toutefois, seule la stature imposante représente un trait futunien encore visible de nos jours. Les cocotiers sont nombreux et représentent le seul arbre sur l'île, au moins sur le dessin. Les phals ont une toiture végétale en forme de cône et possèdent une petite ouverture à la base pour l'entrée, une forme qui depuis a connu une évolution si l'on tient compte du réalisme du dessinateur. L'équipage de Guillaume Schouten reste un mois sur l'île, qu'il quitte le 21 juin 1616. Ces navigateurs hollandais n'ont pas pris possession de cet archipel car leur voyage relève d'une initiative privée. Ils en sont néanmoins les premiers découvreurs, et de ce fait, l'appellation île de Horn pour Futuna est toujours restée sur les cartes géographiques anciennes et récentes. Un siècle et demi après, un navigateur français, le capitaine Louis-Antoine de Bougainville, l'aperçoit en 1768 et la surnomme l'Enfant perdu. C'est ainsi que nous trouvons Futuna sous ces deux appellations. À 230 km de Futuna se trouve Wallis. Les échanges hostiles entre le capitaine Wallis et les naturels du VA. Le matin du 16e jour du mois d'août en l'an 1767, le capitaine britannique Samuel Wallis aperçoit pour la première fois l'archipel. Il s'engage sans hésiter dans le lagon, jusqu'à approcher l'île principale. Dès que nos bateaux se furent approchés de la côte, plusieurs pirogues, qui avaient chacune 6 ou 8 hommes à bord, allèrent à eux. Ces Indiens leur parurent robustes et actifs. Excepté une espèce de natte qui leur couvrait les reins, ils étaient entièrement nus. Ils étaient armés de grandes massues, semblables à celles que sur nos bateaux on donne à Hercule. Ils en vendirent 2 à notre maître de vaisseau pour un clou ou 2 et quelques colifichets. Si. Parallèlement à Futuna, les premiers contacts avec les naturels de l'île ne se passent pas bien. Pendant que nos gens cherchaient à entrer en conférence, ces Indiens formèrent le projet de se saisir du bateau, il s'agissait sans doute des chaloupes, et un d'eux se mit soudain à l'entraîner vers le rocher. Nos gens tirèrent un coup de fusil à 2 doigts du visage du plus empressé à cette manœuvre. Ce coup ne fit aucun mal, mais l'explosion les effraya tellement qu'ils s'enfuirent avec précipitation. Les eaux étaient devenues tout à coup si basses que nos bateaux eurent beaucoup de peine à revenir au vaisseau. Les Indiens tentèrent quelque temps de profiter de cette position embarrassante pour les nôtres. Quand nos bateaux furent mis à bord, nous courûmes environ 4 milles sous le vent, mais nous demeurâmes en panne jusqu'au lendemain matin, m'apercevant alors que le courant nous avait mis hors de la portée de l'île et que nous ne pouvions plus l'apercevoir, je fis voile. Les officiers me firent l'honneur de donner mon nom à cette île. L'île Wallis est située au 13 des 18 de latitude sud, et au 177 jours de longitude ouest 9. Aussi, l'équipage du capitaine Wallis ne resta qu'une journée sur l'île. Il ne chercha pas non plus à approfondir les échanges après ce face-à-face tendu, comme l'avait fait le capitaine Schouten avec les Futuniens. Cela ne nous laisse pas beaucoup de détails sur la manière de vivre des Wallisiens, avant l'arrivée des Européens. Avant de poursuivre son chemin, Samuel Wallis nous fait remarquer un dernier détail. Quoique nous n'ayons trouvé aucune espèce de métal dans ces îles,
Il est cependant remarquable que les habitants, lorsqu'ils pouvaient obtenir de nous quelques morceaux de fer, se mettent aussitôt à l'aiguiser et à le rendre pointu, tentative qu'ils ne faisaient pas sur le cuivre. Le terme UVA, dont les origines sont inconnues, est l'appellation indigène de cet archipel. Wallis est constitué d'une seule île entourée de nombreux îlots ou motus, inhabités de nos jours. L'île principale de Wallis a une superficie de 77,6 km², c'est-à-dire 14 km de long et 8 km sur sa plus grande largeur. Elle est ceinturée par une grande barrière corallienne qui forme ainsi le lagon de Wallis, et il est précisé dans le livre de bord du capitaine Wallis. Quant elles, les chaloupes furent en pleine mer, les gens de l'équipage trouvèrent des pointes de rochers qui s'élevaient au-dessus de la surface. Excepté dans un seul endroit, tout le récif était à sec et battu par des lames très fortes. Venant d'Europe, le Hollandais William Schouten et le Britannique Samuel Wallis étaient de véritables aventuriers pour naviguer ainsi sur l'étendue de l'océan Pacifique. À une époque où les moyens de navigation ne sont pas ceux que l'on connaît aujourd'hui, l'isolement de ces archipels, comme beaucoup d'autres dans le Pacifique Sud, était un fait. La place de ces archipels dans l'Océanie, l'isolement est total. Futuna est constituée de 2 îles. L'île Futuna, dont la superficie est de 46 km², et l'île Alofi, dont la superficie est de 17 km². Cette dernière était habitée il y a longtemps, au temps où Schouten et Lemaire l'avaient découverte, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Il existe 2 royaumes à Futuna, le royaume de Sigave et le royaume d'Alo. À la différence de Wallis, Futuna n'a pas de lagon et les navires l'abordent difficilement. En revanche, l'existence autour de ces 2 îles d'un platier à environ 100 mètres du rivage permet aux femmes d'aller à la pêche nocturne à marée basse. Les archipels de Wallis et Futuna disposent de la plus petite zone maritime des territoires d'outre-mer, qui couvre aujourd'hui une surface d'environ 300 000 km². La Polynésie française se situe en première place avec 4 804 000 de km². Vient ensuite la Nouvelle-Calédonie avec 1 364 000 km². Aujourd'hui, l'ensemble des ZEE de tous les départements et collectivités français d'outre-mer place la France au second rang mondial, 11 035 000 km², après les États-Unis, 11 351 000 km². Le climat de Wallis et Futuna est tropical. Les étés sont chauds et humides avec des températures variant entre 30 et 32 degrés. La saison chaude s'étend d'octobre à mai, période où les pluies sont les plus abondantes. L'humidité est présente constamment, quelle que soit la saison. Tout comme en Nouvelle-Calédonie, c'est pendant cette période que les cyclones se forment, particulièrement entre les mois de décembre et de mars. Illustration 3. Les villages dans le royaume d'UVA en 1964. Conception, Alison Lottie. Illustration 4. Les villages dans les îles de Horn en 1964. Conception, Alison Lottie. Le protectorat des îles Wallis et Futuna, 1888 à 1958. Les îles Wallis sont placées sous le protectorat de la France par un décret du 5 avril 1887, ratifiant ainsi les traités conclus le 4 novembre 1842 et le 19 novembre 1886 avec les souverains. Un second décret intervient le 27 novembre 1887 et les rattache administrativement et financièrement à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, il faut attendre le 16 février 1888 pour que le protectorat soit étendu à l'île de Futuna, ratifiant les déclarations des souverains les 13 novembre 1842 et 29 septembre 1887. Le protectorat commence ainsi dans une certaine confusion. En effet, celui-ci ne rassemble pas tout de suite les 2 archipels et le protectorat des îles Wallis et Futuna n'a pas encore d'existence administrative, comme le souligne le ministre des Colonies. En premier lieu, l'on doit remarquer que le décret du 27 novembre 1887, qui tente à donner aux îles Wallis un rudiment d'organisation, ne s'applique pas à l'île Futuna, ultérieurement placée sous l'influence française et qui demeure ainsi en droit sans statut administratif. Les débuts du protectorat sont une période floue de l'histoire des îles Wallis et Futuna. Wallis est rattaché à la Nouvelle-Calédonie, mais l'organisation n'en est pas améliorée pour autant. En second lieu,
ce décret du 27 novembre 1887 est d'une trop grande imprécision. Il se borne à prononcer le rattachement administratif et financier des îles Wallis à la Nouvelle-Calédonie sans en indiquer les modalités, ce qui eût été cependant indispensable, en raison des différences profondes qui séparent ces territoires. Cette situation ne peut se prolonger. Notre administration ne saurait non plus demeurer privée de tout moyen d'action. Le développement de l'archipel s'en est d'ailleurs trouvé fâcheusement retardé. La population est restée à un état de civilisation rudimentaire. Les seuls Français qui y soient fixés sont les pères de la mission mariste, 14. Ainsi, depuis 1887, Wallis et Futuna sont oubliés et laissés pour compte jusqu'à ce que, dans un souci de clarification administrative, le ministre des Colonies décide d'établir un rapport au président de la République. Dans sa correspondance, il n'omet pas de joindre le décret qui fixerait les nouvelles attributions du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie. En outre, pour la première fois depuis 22 ans, la France parle des îles Wallis et Futuna sous un seul et même régime. L'archipel Wallis et Futuna cesse d'être rattaché à la Nouvelle-Calédonie, et l'autorité que vous continuez à exercer ne vous est plus dévolue en votre qualité de gouverneur de la Grande Île, mais en votre qualité de commissaire général de la République dans l'océan Pacifique. Vos attributions à cet égard sont définies par le décret du 28 février 1901, et vous remarquerez qu'elles ne sont pas seulement d'ordre administratif mais également d'ordre judiciaire. Aussi se trouve comblée la lacune qui n'avait pas été jusqu'à présent relevée du décret du 27 novembre 1887. Il vous appartiendra d'ailleurs de déléguer vos pouvoirs dans une très large mesure au résident de Wallis, et de lui donner à cet égard les instructions que vous jugerez utiles. J'appelle en terminant votre attention, maintenant que l'administration des îles Wallis et Futuna se trouve en grande partie dégagée des difficultés qui l'avaient jusqu'à présent paralysée, sur la nécessité de développer l'influence française dans ce petit archipel et de favoriser son ascension progressive à la civilisation, ainsi que son essor économique. Ainsi, ce n'est qu'en 1909, précisément avec le décret du 10 juin, que les deux archipels de Wallis et Futuna sont réunis en une seule entité sous la coupe française. Nous pouvons alors parler de protectorat des îles Wallis et Futuna. Le premier résident de ce protectorat est M. Chauveau. Chauveau est déjà installé en tant que chargé de mission, depuis le mois d'avril 1887. Il n'est officiellement résident qu'à partir du 26 juin 1887. Le résident représente l'annexion par la France de Wallis et Futuna. Il est en quelque sorte le gouverneur de ces archipels, mais il ne réside qu'à Wallis. C'est peut-être cette distinction qui, progressivement, donnera la prépondérance politique de Wallis sur Futuna. En effet, d'un point de vue géographique, Wallis est le premier archipel qui se trouve sur la route maritime en partant de l'ouest de la Nouvelle-Calédonie et en passant par les îles Fidji. Futuna se trouve à 230 km de Wallis. De surcroît, cette dernière dispose d'un lagon qui facilite l'accostage des bateaux, alors seul moyen de transport à l'époque. Futuna, l'enfant perdu comme l'a si bien baptisé Bougainville, reste prisonnière de son isolement. Isolement que les habitants de l'archipel ne ressentent pas, lorsque la France décide d'octroyer la fonction de délégué du résident au révérend père de la mission catholique sur place. Néanmoins, cette décision est le résultat de plusieurs constats. D'une part, comme nous l'avons vu, Futuna est trop éloigné de la Nouvelle-Calédonie et les communications sont pratiquement inexistantes. D'autre part, depuis le martyre de Saint-Pierre-Chanel le 28 avril 1841, la mission catholique détient pratiquement toute l'autorité. Rappelons rapidement l'histoire de ce martyr. La tradition orale affirme que le frère mariste Pierre Chanel, qui s'installa sur l'île en 1837, gagnait le cœur de plus en plus de Futuniens par son évangélisation. Voyant en lui une menace, le roi d'Alo-Nioliki désapprouve le frère mariste et cesse de lui offrir son hospitalité. Toutefois, le fils du roi lui-même se convertit au catholicisme et ceci met l'étincelle aux poudres. Le matin du 28 avril 1841, un groupe d'hommes conduit par Moussou Moussou, gendre de Nioliki, s'introduit dans le phal de Pierre Chanel et l'assomme à coups de massue. La tradition orale attribue à Moussou Moussou le dernier coup qui acheva Pierre Chanel.
Peu après le massacre, toute l'île devenait chrétienne. Pierre Chanel, le seul martyr de l'Océanie mort à Futuna, fut canonisé par Pie XII le 13 juin 1954. Depuis, la mission catholique n'a cessé de dominer la vie des insulaires et ajouter à cela l'isolement géographique de Wallis et Futuna qui protégea de beaucoup cette suprématie. L'histoire du protectorat de Wallis et Futuna est très peu mouvementée. Durant cette période courte, les archipels représentent peu d'intérêt pour Paris et à ce titre, la France ne s'en occupe pas. Ils sont laissés de côté un certain temps après l'accord du protectorat, au moins jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale enflamme l'Europe et les fasse revenir sur la sphère géopolitique française et internationale. Après l'appel du 18 juin 1940, la résistance s'active autour du général de Gaulle en France, en Angleterre et dans les possessions françaises d'outre-mer. À Wallis et Futuna, la mission catholique représentée par Monseigneur Poncet joue la carte pétainiste. Alors, ces archipels ne rallient pas tout de suite la France libre. D'après l'historien Jean-Marc Regnault, le protectorat des îles Wallis et Futuna conserve des liens avec Vichy alors que les autres colonies françaises du Pacifique se sont ralliées à la France libre. En réalité, ce sont pratiquement les seuls Européens de l'archipel, l'évêque, le résident et son chancelier qui empêchent le ralliement, sans tenir compte de l'avis ou des intérêts des populations locales. En attendant les secours improbables de Vichy, ces îles restent isolées jusqu'à ce que la guerre du Pacifique pousse le général de Gaulle et ses alliés américains à reprendre le contrôle de Wallis et Futuna. Le général tient absolument, là comme ailleurs, à ce que la souveraineté française soit reconnue par les Alliés. C'est donc un bateau français qui entre le premier dans le lagon de Wallis, suivi par une flotte anglo-américano-australienne le 27 mai 1942. Cette affaire illustre la complexité des rapports entre la France libre et ses alliés, et le comportement de Vichy à l'égard des colonies. C'est ainsi que Wallis et Futuna sont ralliés inéluctablement à la France libre. En 1942, les Américains entrés en guerre depuis l'attaque de Pearl Harbor utilisent Wallis comme arrière-base dans le Pacifique pour contre-attaquer le Japon. Ils s'installent progressivement dans l'île jusqu'à atteindre le nombre de 6000, alors que les Wallisiens ne sont que 3000. Les Américains utilisent la main-d'œuvre locale pour les besoins de la base. Pendant que ces derniers goûtent à une nouvelle vie, les Futuniens quant à eux restent seuls et retirés, loin de tout contact. La présence américaine bouleverse la vie quotidienne des Wallisiens, et à leur départ en 1944, ces derniers se retrouvent brutalement sans salaire et sans autre choix que de retourner à leurs anciennes occupations, c'est-à-dire de retomber dans une économie de subsistance. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France octroie le statut de territoire d'outre-mer à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, tandis que Wallis et Futuna demeurent toujours un protectorat. 2. La situation politique française entre 1958 et 1962, DETERMINE un nouvel avenir pour les îles Wallis et Futuna. La guerre d'Algérie plonge la France dans une situation tellement critique qu'il lui faut une nouvelle république et une nouvelle politique pour gérer ses territoires et départements d'outre-mer. C'est une période charnière, où l'on voit peu à peu se dessiner la politique gaullienne dans le Pacifique. Ainsi, la situation française de 1958 annonce les préludes de grands changements coloniaux. Il est important de relater le contexte qui aura des conséquences directes sur le destin de Wallis et Futuna. Un renouveau politique français, la naissance de la République gaullienne, 1958 à 1962. En 1955, Edgar Faure préside un gouvernement de centre-droit qui se heurte à la montée du mouvement poujadiste. Il dissout l'Assemblée nationale, mais il perd les élections législatives de 1956 devant le Front républicain. En revanche, le nouveau gouvernement de Guy Mollet relance la construction européenne et mène à son terme l'indépendance de la Tunisie et du Maroc. Il fait adopter la loi-cadre des Fers qui ouvre la voie à l'autonomie des possessions françaises d'Afrique noire et d'Océanie, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. En revanche, il ne réussit pas à ramener la paix en Algérie où il engage les soldats du contingent. L'enlisement dans la guerre d'Algérie aggrave l'instabilité du gouvernement de Guy Mollet, qui atteint son paroxysme. Le 13 mai 1958, c'est la crise.
le général de Gaulle revient au pouvoir grâce à un comité de salut public constitué à Alger par les partisans de l'Algérie française. La guerre d'Algérie, le commencement de la fin. Afin d'éviter une guerre civile imminente, le président Coty fait appel à de Gaulle, largement investi par l'Assemblée nationale, avec pour mission de préparer une nouvelle constitution. Inspirée par le discours de Bayeux, la Constitution de 1958 est élaborée rapidement par une équipe d'experts réunis autour de Michel Debré. Elle est adoptée par référendum en septembre 1958, avec 80% des suffrages. Cette nouvelle Constitution met en place la Ve République, avec un renforcement de la fonction présidentielle et un rôle du Parlement amoindri. Les élections législatives de novembre 1958 permettent à l'UNR de disposer de la majorité absolue avec le renfort des députés indépendants. Après avoir été élu président de la République avec 78% des suffrages, de Gaulle nomme Michel Debré au poste de Premier ministre. Revenu au pouvoir grâce à la pression des partisans de l'Algérie française, le général s'engagera dans un processus qui conduira l'Algérie à l'indépendance. Elle est effective dès 1962 avec les accords d'Évian. Auparavant, il avait achevé la décolonisation de l'Afrique noire en 1960. Ainsi, les débuts de la République gaulienne sont difficiles. De Gaulle essaie de sortir la France de l'enlisement dans la guerre d'Algérie. Il y arrive mais au prix fort, en perdant les partisans de l'Algérie française eux-mêmes se sentant trahis. De nombreux pays d'Afrique noire se détachent de la France. Pour les archipels de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui restent au sein de la Ve République, il prend soin de réduire leur autonomie, en supprimant la loi cadre des Fers et en déstabilisant les dirigeants locaux à vocation autonomiste, pouvant Aopa en Polynésie française et Maurice Lenormand en Nouvelle-Calédonie 19. Le général lâche du lest sur le continent africain, tandis qu'il se positionne progressivement dans l'Océanie. Le moment d'actualiser la situation des îles Wallis et Futuna est enfin arrivé. Mais la mainmise sur ces archipels ne fait que commencer. 3. La VENEMENT de l'ERENUCLEAIRE dans le Pacifique Sud, 1957 à 1962. Lorsque le général commence à se positionner dans le Pacifique Sud, le destin d'un Wallisien est en voie de s'accomplir. Il aidera à la construction du futur territoire. C'est ainsi que l'accession au trône de Thomasy Kouli-Moetok s'inscrit dans une ère nouvelle de l'histoire des îles Wallis et Futuna, et aussi de celle de la France. Thomasy Kouli-Moetok est né le 26 juillet 1918 à Afuasia, dans le district de Aceh. Fils de Iloai Lazalo et de Totoyu Telesia, il semble que Thomasy Kouli-Moetok était prédestiné à devenir roi. Entre 1924 et 1928, un roi nommé pareillement a régné à Wallis. C'est la première fois que deux souverains portent le même nom et le même prénom. En effet, rappelons qu'à Wallis, la fonction royale ne se transmet pas de père en fils, contrairement aux îles Tonga qui est une monarchie constitutionnelle héréditaire. Comment expliquer la similitude de ces patronymes, alors qu'aucun lien de parenté ne lie ces deux souverains? L'histoire orale affirme qu'au moment de son baptême à l'église, les parents ne trouvaient pas de nom à donner à leur fils qui venait de naître. Or, le prêtre ne pouvait donner l'onction sans cela. Mais ce jour-là, dans l'église, un homme se tenait près d'eux à prier. Lorsqu'il entendit la conversation, il proposa de donner son nom à l'enfant. Les parents consentirent à la proposition, et nommèrent leur fils Thomasy Kouli-Moetok. Mais il se trouvait que cet homme en prière allait devenir roi quelque temps plus tard, en 1924. Et par des circonstances imprévisibles, celles où parfois le destin des hommes se mêle aux instabilités de la vie politique et sociale, qu'elles soient positives ou négatives, l'enfant baptisé Thomasy Kouli-Moetok en 1918 devint roi en 1959 à l'âge de 41 ans. C'est ainsi que deux souverains, issus de la même dynastie des Takumasiva, portent le même patronyme. D'après les traces écrites qui nous sont parvenues, jusqu'au plus loin où nous pouvons remonter dans le temps, Thomasy Kouli-Moetok est le seul roi de Wallis qui jusqu'à présent ait régné 48 ans. Auparavant, le roi Manuka, 1767 à 1810, avait régné 43 ans. Le règne de l'Avelua Thomasy,
avait pourtant débuté dans l'instabilité. L'instabilité royale de l'Avelua à Loisia, 1956 à 1958. Wallis et Futuna étaient encore un protectorat de la France lorsque Tomassi se fit connaître comme principal prétendant au trône. L'île Wallis disposait d'un résident depuis 1887. Ce dernier était envoyé par la France pour 2 ou 3 ans, et remplissait la fonction de gouverneur. Son rôle ne signifiait pas qu'il était formé à cet effet. Avant 1958, les résidents étaient à la fois médecins et capitaines. Ils avaient pour mission de maintenir l'ordre public à Wallis comme à Futuna, et de contrôler le budget limité des 2 archipels. L'isolement de Futuna et l'autorité de la mission sur cet archipel faisaient que le délégué du résident à Futuna était le révérend père de la mission catholique. Cependant, les relations entre la mission et la résidence étaient souvent problématiques. Le résident de Wallis travaillait toujours en étroite collaboration avec le gouverneur de Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord parce que le protectorat de Wallis et Futuna en était une dépendance, mais aussi parce que la Nouvelle-Calédonie servait d'intermédiaire entre le ministère à Paris et ses archipels éloignés. Les nombreuses sources écrites en témoignent, lesquelles sont essentiellement des rapports du résident destinés au gouverneur de Nouvelle-Calédonie. Depuis le 5 novembre 1956, le médecin Jean Rougetet est le résident de France aux îles Wallis et Futuna. Quant à la reine L'Avelua à Loisia, elle est sur le trône depuis le 21 décembre 1953. À Wallis, le terme L'Avelua est le titre honorifique du roi. Après son investiture coutumière, ce titre précède le nom et le prénom du souverain et c'est ainsi que tout le monde doit le désigner tant qu'il le reste. Parfois même, on le nomme uniquement par son titre. L'Avelua à Loisia s'était marié à un commerçant européen alors installé à Wallis, M. Julien Brial, mais ce dernier décède peu avant que son épouse n'accède au trône. À la fin de l'année 1957, la situation politique et sociale est instable à Wallis. Cette agitation prend sa source le 11 décembre 1953. À cette date, peu après son intronisation, la reine à Loisia nomme Tomassi Koulimaoetok comme conseiller en tant que Kalae Kivalu. La fonction de Kalae Kivalu est primordiale à Wallis. C'est le conseiller du L'Avelua le plus important. Celui qui le devient est reconnu pour sa sagesse et sa droiture. C'est la première personnalité coutumière après L'Avelua, et Tomassi l'occupe pendant plusieurs années. Cependant, en 1957, les rapports du résident de Wallis nous affirment que le gouvernement de la reine n'est obéi que par une minorité, face à une opposition grandissante dirigée par Pelenato Fulwea. La reine organisa alors avec ses ministres des phonos de district, et je crus comprendre que les affaires ne marchaient pas très bien. On parla d'abord de mouvements d'opposition, reine et ministres voulant signer tout ce que je leur demanderais à l'unanimité, mouvement soi-disant dirigé par 3 anciens rois, Capeliel, Pelenato et Léon. Cette opposition disait « L'Avelua, épouse d'un Français, M. Brial, veut tout donner aux Français. Le clan Brial veut livrer l'île de Wallis aux Français. Jamais une seule manifestation d'hostilité ne se produisit contre moi. » Pelenato était le principal opposant à la reine. Ce dernier était sur le trône entre 1947 et 1950, mais son comportement lui a valu sa destitution. Originaire du district de Moua dont il est aussi le chef, 1953 à 1961, 1962-1964, Pelenato est un personnage d'intrigue que nous allons retrouver dans plusieurs mouvements de protestation. Dans une situation comme celle-ci où la population n'est plus en mesure de la soutenir, la coutume veut que la reine démissionne. Toutefois, cette dernière, âgée et malade, ne désire pas renoncer au trône. Ainsi, en septembre de la même année, le Kivalu Tomassi Koulimaoetok la dépose. Suivant en cela la coutume, la reine informe le résident intérimaire, qui est alors le médecin et commandant Trussi, de son intention d'abdiquer. Mais le résident refuse sa démission, car selon les instructions qu'il avait reçues avant son départ de Nouvelle-Calédonie, il doit veiller à tout prix à ce que la reine reste sur le trône. Aloisia se présente alors devant ses conseillers, et déclare qu'elle reste souveraine selon la volonté du gouvernement français. Affligée par le fait que coutumièrement,
la reine n'est plus en mesure de régner, Thomasy Koulipo-Etok démissionne de sa fonction de chef coutumier qui valut le 16 octobre 1957. La reine en nomme aussitôt un autre, Sohan Foloka. Elle remplace plusieurs conseillers en choisissant des hommes ralliés à sa cause, formant ainsi un gouvernement où toute opposition était éliminée. La résidence a pour ainsi dire dérogé à la coutume wallisienne, provoquant par cet acte délibéré une situation instable alimentée par la montée progressive de l'opposition. La tension s'aggrave, et en réponse au désaccord de la reine et de ses conseillers, Thomasy crée une faction de partisans en s'alliant à l'ancien roi déchu Pelenato Fuluea. Les deux adversaires d'Aloisia, Pelenato et Thomasy, ont pour seul but sa destitution. C'est dans ce contexte d'instabilité et de division que le nouveau résident de France, M. Pierre Fauché, arrive à Wallis, le 3 août 1958. Il devient le premier véritable résident formé à l'ENFOM, et par la force des choses, le dernier des résidents du protectorat des îles Wallis et Futuna. En France, tout est prêt pour la mise en place de la Ve République. Le combat pour le statut de Thom à Wallis, 1958 à 1959. La Constitution de la Ve République prévoit en effet une nouvelle organisation des territoires et des départements d'outre-mer, où le statut de protectorat ne trouve plus sa place. Or, Wallis et Futuna restent les seuls archipels dans l'Océanie à être encore sous ce régime. Il devient indispensable pour la France de clarifier la situation, car les archipels ne rentrent plus dans le nouveau cadre de la Ve République. L'arrivée du nouveau résident Fauché à Wallis, en août 1958, est la conséquence directe du changement de gouvernement en France. L'enjeu est d'importance capitale, mais il faut que les Wallisiens et les Futuniens acceptent ce nouveau statut. Le résident Fauché a un but précis. En vue des prochaines élections qui feront peut-être de ce protectorat un territoire d'outre-mer, il faut obtenir un oui majoritaire au nouveau statut. Il doit convaincre les Wallisiens que leur nouveau statut leur apporterait toutes les infrastructures dont ils ont besoin, ce que le protectorat n'avait pas fait. À Wallis, Aloisia ne l'entend pas ainsi. Son opposition farouche n'est pas négociable. L'Avelua est contre la mise en place du statut. Elle remet déjà en cause le traité de 1910, qui fait du protectorat de Wallis et Futuna une dépendance de la Nouvelle-Calédonie. Son gouvernement en conteste la validité. Nous ne voulons plus de cette convention parce que, au moment où elle a été signée, nos grands-pères étaient ignorants et ne savaient ni lire ni écrire. Nous n'acceptons pas davantage que ce soit le résident qui commande. Nous refusons enfin de soumettre la désignation du roi à l'approbation du résident et du gouverneur à Nouméa, comme le prévoit le traité de 1910. La marche vers le statut de Thom semble compromise. Le refus de la reine peut s'expliquer par le fait qu'elle avait fait quelques séjours à l'étranger. Dans une correspondance adressée au gouverneur de Nouvelle-Calédonie le 28 mars 1956, l'ancien résident de Wallis, Bernard Heinz, affirme en parlant de la reine: « Ces séjours à l'étranger lui donnent une largeur de vue rare ici. Il nous est difficile de vérifier si effectivement la reine avait fait beaucoup de voyages, car les sources écrites des années 50 sont incomplètes. Mais s'il est vrai qu'elle a effectué des séjours à l'étranger, comme l'affirme le résident, ceux-ci développèrent surtout chez elle un esprit critique encore peu répandu parmi les habitants de l'archipel. C'est à partir de ce moment que Thomasy et Pelenato entrent dans l'échiquier stratégique du résident. Fauché décide de s'allier à Pelenato et Thomasy, dans le but de démettre la reine. En dehors des divergences politiques qui opposent Aloisia et ses rivaux, les raisons qui poussent ces derniers à sa destitution sont principalement le non-respect des coutumes. Mais les fautes coutumières ne sont pas précisées. Il y a en fait une profonde volonté, empêchée depuis longtemps, de destituer la reine. S'ajoute à cela l'opposition au projet de l'administration française tendant à l'amélioration des conditions politiques et économiques de l'île, d'après le gouverneur de Nouvelle-Calédonie Grimold. L'opposition au projet, comme nous l'affirme M. Grimold, signifie surtout en premier lieu le refus de la reine de céder une propriété foncière à Ifo, terre dont l'administration a besoin pour en faire un terrain d'aviation. L'aérodrome est en effet une importante infrastructure indispensable pour resserrer les liens entre le futur territoire et le pouvoir central, notamment sur le reste du monde.
L'insularité et l'absence de télécommunications sont les principaux freins au contrôle de ces archipels. Ces raisons font de la reine un obstacle à éliminer. Si Aloysia devait rester sur le trône, toute la politique française dans le Pacifique Sud serait remise en cause. D'après les écrits du délégué de Futuna-Gloanek en 1958, P. Fauché avait fortement suggéré à la reine, réticente à l'évolution nécessaire, de démissionner en raison de son âge et de la fragilité de sa santé. La tension monte à Wallis car les opposants à la reine, alliés à l'administration, ne se cachent plus. Tomasi et Pelenato continuent de rassembler de nouveaux partisans, et en mars 1958, les rapports de force se présentent de la façon suivante. Dans le district de Ifo, les villages de Velel, Alel et Vaitiupu suivent encore la reine, mais ils ont une tendance à passer dans la partie adverse. Dans le district de Haake, les villages de Aafusia, Falale et Aoa sont contre la reine, tandis que les villages de Liku et Matautu la soutiennent. Dans le district de Moa, tous les villages se réclament de Pelenato et de Tomasi. Jusqu'en août 1958, c'est-à-dire jusqu'à la reprise en main par le nouveau pouvoir politique en France, le statu quo persiste, et la position de l'administration française reste inchangée. Dans une de ses correspondances destinées au gouverneur de Nouvelle-Calédonie, Lavelua affirme que Fauché complote. D'abord au lieu de m'aider, le résident s'allie avec l'opposition. Il tient conseil avec des fous comme Pelenato, Tomasi et d'autres. Le but de leur réunion est de me détrôner et renvoyer mes ministres. 4 de mes ministres ne touchent aucun salaire. Pelenato et Tomasi reçoivent une paye, alors que ce sont eux qui causent le désordre. Le résident veut également m'enlever mon pouvoir. Il retient le voyage de mes sujets. Le résident m'a encore affirmé que mes lettres vont rester sans réponse. Donc si cela est vrai, dites-le-moi, je tâcherai de trouver un autre à qui m'adresser. Le résident insiste. Le temps n'est plus aux palabres, il faut réagir. Déjà en France, les débats autour de la question algérienne commencent à peser. La rue Oudinot s'en remet à son résident pour régler les problèmes des îles Wallis et Futuna. Fauché utilise les grands moyens pour affaiblir la position de la reine. L'absence de versement des mensualités à la chefferie coutumière est une méthode récurrente de la résidence pour régler les affaires royales. Sauf qu'à cette époque, l'immense majorité de la population vit dans une économie de subsistance. Les insulaires avaient fait connaissance de l'argent avec les salaires versés par l'armée américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils s'étaient ainsi découverts de nouveaux besoins et un certain pouvoir que l'argent leur avait apporté, mais que la disparition presque totale de la circulation monétaire ne pouvait plus combler au départ des Américains. C'est dire l'importance que la monnaie engendre et le pouvoir qu'elle pouvait leur apporter. La résidence se comporte de façon indécise. Comme nous l'avons affirmé plus haut, la reine avait déjà donné sa démission en septembre 1957. Ainsi, la volonté de celle-ci à rester sur le trône n'est pas à remettre en cause. En revanche, celle du ministère des Dom-Tom est bien plus inacceptable. En attribuant des salaires aux ministres qui adhèrent à sa cause, Paris crée ainsi une discorde au sein de la chefferie wallisienne et fait pencher la balance de son côté. L'opinion des Wallisiens varie régulièrement. Lorsqu'un roi ne correspond plus aux critères pour lesquels il a été mis en place, il est détrôné. Jadis, il existait une légitimité du sang dans les royaumes européens. Celle-ci fut remplacée dans les démocraties actuelles par la légitimité du suffrage universel. Ce qui confère la légitimité du pouvoir à Wallis et Futuna, c'est la famille d'abord, la force ensuite, avec parfois la force l'emportant sur l'origine familiale. La reine est vieille et affaiblie. De surcroît, l'argent, qui est sans doute une partie de sa force et de son pouvoir, ne suffit pas à pallier les pertes de salaire de ses conseillers. La monnaie est une garantie de subsistance à une époque où Wallis et Futuna sont prisonnières de leur insularité et des caprices du climat. En effet, rappelons que le bateau Moana ne fait qu'une desserte mensuelle lorsqu'il respecte cette obligation. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut compter avec les aléas climatiques subtropicaux, les plantations détruites par les cyclones et donc les risques de famine en résultant. Tout cela était chose courante à Wallis et Futuna. Pour toutes ces raisons,
la reine se retrouve isolée et la stratégie du gouverneur et du résident aboutit à la victoire. Le 12 septembre 1958, Lavellua donne une nouvelle fois sa démission sous la pression de ses conseillers et de son fils, le futur député Benjamin Brial. Toutefois, l'abdication de la reine, contrairement à ce qu'avait pensé le résident Fauché, ne rétablit pas immédiatement la concorde. Nous ne savons pas réellement si à ce moment-là, Tomassi aspire déjà à devenir roi. En réalité, rien n'indique qu'il convoite déjà le trône. Wallis reste sans roi jusqu'en mars 1959, ce qui prouve que la situation est loin d'être résolue. Il y a ainsi une vacance de pouvoir traditionnelle, qui durera 6 mois. Les clans de l'ex-reine ne se laissent pas si facilement impressionner. De nombreuses réunions programmées par le résident afin de concilier les deux parties n'aboutissent pas. L'opinion des Wallisiens variait selon les chefs qui les commandaient. La mission, composée d'un faible clergé wallisien, manœuvre pour atténuer les oppositions tout en adoptant une position de neutralité. L'île Wallis n'est pas agitée, ces 6 mois sont alimentés par de longues palabres pour désigner un nouveau roi, puisque l'ex-reine ne pouvait retrouver ses fonctions. Cet état des choses est courant dans ces archipels. Nommer un roi n'est pas une action que l'on exécute à la légère. Les Wallisiens, de même que les Futuniens, prennent le temps qu'il faut pour la nomination, la notion du temps étant très relative dans les îles du Pacifique. Mais la situation est telle qu'en fait, on se trouve en présence de deux forces qui étaient presque à égalité. Le gouverneur de Nouvelle-Calédonie, haut-commissaire pour l'océan Pacifique, Laurent Péchou, constate sur place en février 1959 que les discussions n'aboutissent pas. À son retour à Nouméa, avant même qu'il n'ait pu tenter quelque chose, le chef du district de Ifo se rallie à l'opposition et gonfle le rang des partisans de Tomassi et Pelenato. C'est ainsi que le 12 mars 1959, les nouveaux conseillers désignent leur nouveau roi, Tomassi Koulimaoetok. Cela met fin définitivement à la division de l'île. La bataille pour le statut est terminée, mais celle pour la mise au point de l'arme nucléaire ne fait que commencer. Un enjeu de grande importance, l'arme nucléaire, 1959. Il s'agit en effet d'un enjeu de grande importance. Comment deux petits archipels isolés en plein cœur de l'océan Pacifique peuvent-ils avoir un quelconque rapport avec l'arme nucléaire, le souci majeur des grandes puissances du moment? Lavellua Tomassi y a joué indirectement un rôle important. Toutefois, pour mieux comprendre l'origine de cet enjeu, nous devons retracer les contextes politiques de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française à la même période. En 1957, la loi-cadre des Fers confère aux territoires d'outre-mer une autonomie importante. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, territoires d'outre-mer depuis 1946, sont alors concernés par ce changement politique. En revanche, n'étant qu'un protectorat, Wallis et Futuna n'entrent pas dans le champ d'application. Avec la loi-cadre, les assemblées territoriales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie disposent d'un vice-président nommé en leur sein. Les membres ont le titre de ministre et tous les avantages qui en découlent. C'est le début d'une autonomie pour ces archipels. Pourtant, elle va être de courte durée car lorsqu'en 1958, le général de Gaulle prépare la constitution de la Ve République, il prévoit des modifications pour l'outre-mer. En effet, la même année, il abroge la loi-cadre des Fers de la Polynésie française et le vice-président de l'Assemblée territoriale, Pouvant-Aoupa est emprisonné et condamné à l'exil. Pouvant-Aoupa paraissait le plus dangereux et le plus facile à écarter. Il commet l'erreur de se prononcer pour le non au référendum du 28 septembre 1958. Il n'est suivi que par 33% de l'électorat qui jusque-là, depuis 10 ans, lui accordait largement ses suffrages. Poussé à bout par ses adversaires et par le gouverneur, il prononce vraisemblablement d'imprudentes paroles que les autorités ont vite interprétées comme une incitation à l'incendie de la ville de Papeete. Arrêté selon la procédure du flagrant délit, il est emprisonné, jugé et condamné à 8 ans de réclusion en métropole et à 15 d'interdiction de séjour. En Nouvelle-Calédonie, le vice-président Maurice Lenormand, père fondateur du parti calédonien l'Union calédonienne, qui domine la vie politique, est déstabilisé puis emprisonné. Quant à Maurice Lenormand, fort habilement,
Il a su résister aux tentatives d'élimination en 1958, mais n'a pas pu empêcher le gouvernement de rogner la loi-cadre pour la vider finalement de son contenu en 1963, et de l'éliminer personnellement dans une affaire qui ressemble étrangement à celle du leader polynésien. À mesure que les accords avec l'Algérie conduisent celle-ci vers l'indépendance, la France recherche un contrôle de plus en plus étroit sur ces archipels de l'Océanie. La détermination du général à renforcer la souveraineté de la France sur tout le Pacifique Sud est définitivement démontrée avec les événements de 1957 à 1959 à Wallis et Futuna. Nous avons déjà soutenu qu'il est très probable que durant les querelles pour l'abdication de l'ex-reine, Tomassi ne désire pas à ce moment-là devenir roi. Cependant, une des principales raisons qu'avait le résident d'évincer la reine était son refus du nouveau statut. Or, Tomassi était favorable au statut de Tom, et cela depuis le début. Le résident suivant en cela les directives de Paris, il souhaite à tout prix mettre en place un homme favorable à ce changement. Dès lors, il est normal qu'il se tourne vers Tomassi plutôt que vers Pelenato, qui aurait eu de grandes difficultés à remonter sur le trône. Avec l'intronisation coutumière de Tomassi Koulimaoetok qui survint le 13 mars 1959, la France avait gagné sa bataille pour le nouveau statut. Le 27 décembre 1959, les Wallisiens vont aux urnes afin de se prononcer pour ou contre le statut de Tom. Ils suivent leur roi, et c'est un oui à l'unanimité qui résulte de cette consultation. Une crise royale, qui est loin d'être une coïncidence, se déroula au même moment dans les deux royaumes à Futuna. Une crise dynastique survint dans le royaume de Sigave peu avant le vote. Stefano Keletaona, alors roi de Sigave, est destitué par la famille Tamol le 2 août 1959. Contrairement aux pratiques coutumières, Stefano refuse d'abdiquer, il est soutenu par l'Église. Afin de régler rapidement la question, le délégué Gloanec décide de procéder à un suffrage masculin, défiant par cet acte les usages de la tradition pour la nomination d'un roi. Il en résulte 97 voix pour Keletaona et 98 pour son rival Sileno Tamol. Ce vote, qui se déroule le 21 août 1959, règle la situation mais pas le problème. Comme à Wallis, la population est partagée entre l'un et l'autre candidat. À l'inverse de Tamol, Keletaona est partisan du non au statut de Tom. Même après l'intronisation de Sileno Tamol d'Iveux, le royaume est toujours divisé. En outre, dans celui d'Alo, un malentendu entre l'évêque, qui préconise le oui, et le clergé d'Alo, accentué par des problèmes au sein de la chefferie avec un changement de roi, achève de désunir la population. C'est ce qui explique les votes négatifs. 31,4% à Sigave et 15,5% à Alo. Toutefois, Futuna, largement minoritaire en nombre de voix, ne pouvait contrebalancer le oui massif de la population à Wallis, aux Nouvelles-Hébrides et en Nouvelle-Calédonie. Le statut de Tom n'est promulgué que le 29 juillet 1961. Par conséquent, le nouveau territoire des îles Wallis et Futuna doit se doter d'une assemblée territoriale, d'un député et d'un sénateur. Désormais, la résidence n'existe plus, le siège du représentant de la France sur ce territoire est l'administration supérieure. Fauché laisse sa place au nouvel administrateur supérieur, M. Jean Perrier, le 9 juillet 1961. En France, l'année 1959 est marquée par une nouvelle orientation politique du général vis-à-vis des territoires et départements d'outre-mer. Ce dernier envisage l'hypothèse d'une autodétermination en Algérie. L'indépendance commence à être pressentie, et les essais nucléaires dans le Sahara en danger d'être arrêtés. Des signes révèlent l'intérêt de plus en plus grand du général pour le Pacifique Sud. En Polynésie française tout d'abord, avec le début de la construction de l'aéroport de Fars en 1959. En Nouvelle-Calédonie ensuite, avec l'annulation de l'autonomie interne au début des années 60. Mais plus proche de notre sujet, il y a cette tentative de fausser les élections territoriales des 4 et 25 mars 1962 à Wallis et Futuna. L'élection du 4 mars 1962 à Wallis est celle de la première assemblée territoriale. Elle se passe sans trouble, mais avec le départ forcé du délégué de Futuna, M. Gloanec. Ce même Lancaster qui avait amené Herry, m'amenait un adjoint, l'administrateur Pouillet,
lequel me remit une lettre du haut-commissaire me donnant l'ordre de relever immédiatement de ses fonctions à Futuna Gloanec accusé de partialité contre Brial, accusation parfaitement injuste d'ailleurs. Mais cela n'empêche en rien le déroulement des élections à Wallis, qui se poursuivent le 25 mars avec le scrutin législatif. 3 candidats se présentent. Victor Emmanuel Brial, fils aîné de l'ex-reine Aloysia. Hervé Lost, un des directeurs des établissements Balande établis à Nouméa et à Wallis et Futuna. Sohan Veika Tiki, de l'Union wallisienne et futunienne. Les résultats ont été les suivants. Hervé Lost, républicain indépendant, 1895 voix. Suppléant, Likaleto Tamol Di Manuofioa. Victor Emmanuel Brial, Union pour la Nouvelle République, 1385 voix. Suppléant, Sagato Saliga. Sohan Tiki, Union wallisienne et futunienne, 11 voix. Suppléant, Sohan Mouvea. En France, il faut attendre le 8 janvier 1959 pour que le général de Gaulle prenne officiellement ses fonctions de chef d'État. Le 14 avril 1962, le président de la République nomme Georges Pompidou comme Premier ministre. Mais après sa nomination, une crise politique éclate. Après l'attentat raté du Petit Clamart en août 1962, il engage en septembre une procédure de révision de la Constitution afin d'instituer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le président et son gouvernement se heurtent alors à une forte opposition. Une motion de censure est adoptée le 5 octobre 1962, et le 9 octobre, le président de la République prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Par conséquent, le 2 décembre 1962, les Futuniens et les Wallisiens sont de nouveau appelés aux urnes. Ce vote ne fait que confirmer le premier. Hervé Lost l'emporte de nouveau sur Victor Emmanuel Brial avec 57,53% des voix contre 42,47%. Si l'élection se passe sans problème sérieux du côté des populations, en revanche, l'administrateur supérieur et son délégué de Futuna subissent des pressions de la part du pouvoir central. Elle commence avec l'arrivée de l'administrateur supérieur intérim, M. Jacques Herry, peu de temps avant les élections législatives de mars 1962. Il est porteur de 2 messages du gouverneur de Nouvelle-Calédonie. L'un accusait le délégué Gloanec de partialité, et par conséquent le relevé de ses fonctions, comme nous l'avons affirmé plus haut. L'autre, plus grave, était parfaitement clair. Dites à l'administrateur supérieur de Wallis que les ordres sont formels. Faire passer le candidat Victor Brial aux élections législatives par tous les moyens, vous entendez bien, par tous les moyens. Il est couvert, l'Élysée et Matignon sont d'accord, la rue Oudinot ne dira rien. Dites-lui que c'est sa place qui est en jeu. Devant cet ordre secret et plutôt que de jouer la tricherie, l'administrateur supérieur Jean Perrier préfère risquer sa place en refusant catégoriquement. Mais l'acte de courage ne reste pas sans conséquence. Monsieur Perrier sait qu'en refusant de se soumettre, il compromet gravement sa carrière et que son séjour serait très vite écourté. Cet épisode est relaté dans ses mémoires. Près de 2 siècles de démocratie nous ont appris à nous autres Français que de telles tricheries et entourloupettes électorales ne sont pas exceptionnelles, et que de nombreux préfets et sous-préfets ont payé de leur place des élections non conformes aux instructions gouvernementales. En tout cas, moi qui m'étais donné beaucoup de mal au cours de nombreux palabres pour faire admettre aux Wallisiens et Futuniens le principe même des élections, lequel était contraire à leurs coutumes, il m'était impossible d'exercer la moindre pression et de commettre la moindre irrégularité qui eût été un véritable abus de confiance. Il était donc désormais certain que je n'accomplirais pas mon séjour de 3 ans à Wallis. Quelques jours avant l'élection législative, le 20 mars exactement, l'administrateur supérieur intérim Herry revient par le Lancaster de la Marine avec un arrêté du gouverneur de Nouvelle-Calédonie, au commissaire pour l'océan Pacifique, relevant Perrier de ses fonctions. Ce dernier décline encore l'arrêté. Le droit administratif est de son côté. Perrier avait été nommé par décret, et il ne pouvait par conséquent être démis par un simple arrêté du haut-commissaire. Il poursuit. 2 jours après, l'aviso Francis Garnier arriva avec une mission prétexte et le capitaine de frégate Fougère qui le commandait
ne me cacha pas que sa principale mission était le maintien de l'ordre en toute éventualité et au besoin l'emploi de la force contre moi au cas où je refuserais de me soumettre aux ordres du haut-commissaire. Le 28 mars 1962, l'administrateur supérieur quitte définitivement le territoire. L'État, par l'intermédiaire du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, a décidé d'influencer, par des méthodes pouvant aller jusqu'à la tromperie, le résultat des législatives. L'importance de cet acte révèle que le pouvoir central cherche à contrôler le troisième territoire français du Pacifique, comme il l'a déjà fait avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Pour les projets qu'il envisage de faire dans le Pacifique Sud, il convient de pouvoir compter sur des députés qui appartiennent à la majorité. D'après les écrits de l'ancien administrateur supérieur Perrier, les ordres venaient directement du sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire du Premier ministre Michel Debré. Le haut-commissaire agissant sur l'ordre du Premier ministre Michel Debré, je l'ai su par la suite, avait réussi à créer le désordre et la méfiance envers les institutions françaises. Le refus de la Duprie est une conséquence grave dans la carrière de Perrier, car 2 mois après cet événement, le ministre Jacquinot mettait fin à ses fonctions d'administrateur supérieur de Wallis et Futuna. Par la suite, il prit un congé spécial de 5 années puis fit valoir ses droits à la retraite. De cette dernière aventure de sa carrière, il ne reste que l'amertume de ce premier administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, que nous pouvons discerner à travers ces mots. Ces événements concernant un petit territoire de Polynésie, ainsi qu'un modeste fonctionnaire, n'auraient que peu d'importance s'ils n'étaient le reflet de toute la politique d'outre-mer de la République, 5e du nom, qui se révèle pire encore que les précédents. Il est difficile d'accumuler autant de sottises politiques, en aussi peu de temps que l'a fait la République dans les 2 petites îles. Elle a perdu son prestige en trichant ouvertement à l'occasion des élections. Elle a combattu les chefs et notables qui étaient ses meilleurs alliés, et soutenu contre eux ceux qui n'avaient cessé de la combattre. Elle a sérieusement inquiété la mission catholique, qui se demande, à juste titre, si le but inavoué de l'administration française n'est pas la lutte contre son influence et peut-être la déchristianisation des îles. Elle a donné le spectacle navrant de l'instabilité du commandement français. Il y a eu en moins d'1 an, 3 chefs de territoire à Wallis et 2 administrateurs à Futuna. Quel est donc le véritable dessein de la France ? Il est probable que Perrier n'a pu le comprendre que beaucoup plus tard. Si l'intérêt de la France pour la Polynésie française réside dans la possibilité d'y effectuer des essais nucléaires, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna sont concernés pour les mêmes raisons. Certes, les ressources de nickel en Nouvelle-Calédonie sont une raison supplémentaire pour la contrôler. La Grande Terre ainsi que Wallis et Futuna ne disposent pas de sites intéressants pour les essais nucléaires. En réalité, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme réserve au même point que la Réunion, comme l'affirme ici l'historien Regnault. 1. La Polynésie offrirait peut-être le moins de prise à des campagnes hostiles ou à l'émotion mondiale, encore qu'on ne doive nourrir aucune émotion à cet égard, compte tenu du mode de tir envisagé, contamination de type mondial. 2. La Réunion apparaît comme le site le plus pratique et le moins onéreux. 3. La Nouvelle-Calédonie est à retenir comme région de remplacement 39. D'après Regnault, c'est à partir de mai 1961 que le choix de la Polynésie française se laisse clairement pressentir. La reprise en main totale de l'État sur les institutions de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna entre dans le cadre d'une géopolitique régionale. La France reprend le contrôle de toutes ses possessions du Pacifique Sud à un moment de son histoire où son empire colonial cesse d'exister. De Gaulle doit mettre au point l'arme nucléaire qui l'alignerait sur les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, malgré la forte opposition américaine et celle de l'ONU. Dans la mesure où la France ne pourrait plus le faire en Algérie malgré les accords d'Évian, le général doit renforcer sa position à Wallis et Futuna, 1962, et en Nouvelle-Calédonie, 1963, pour mieux encadrer le déroulement des essais nucléaires en Polynésie française. Tous les territoires français d'Océanie doivent faire un bloc face aux anglo-saxons. Paris finit par réaliser ses objectifs. En 1966, les premiers essais nucléaires ont lieu à Mururoa. En 1968, le candidat gaulliste Benjamin Brial, enfant du Fénois,
remporte les élections législatives à Wallis. Ainsi, le nouveau territoire des Outre-mer qu'est Wallis et Futuna en 1961 est le résultat de la politique gaullienne de la Ve République. Étant donné l'urgence de la situation, le pouvoir central n'a pas mis longtemps à mettre sur pied le statut. Nous allons voir de quoi ressort ce texte. B. Les composants du statut du 29 juillet 1961. Si l'accord pour la mise en place du protectorat s'est concrétisé après plus de 40 ans de tergiversation, de 1842 à 1887, en revanche, le statut de Thom n'a attendu que 2 ans pour entrer en application, de 1959 à 1961. Cela révèle parfaitement que la situation n'est plus la même, et les enjeux aussi. De même que la rapidité avec laquelle le statut fut rédigé. Les discussions autour du projet de loi à Wallis et à Paris expriment tant les difficultés de réflexion sur ces archipels que la volonté d'en finir rapidement. 1. Les acteurs de l'ELABORATION de l'avant-projet de loi à Wallis, 1959 à 1961. Peu de temps avant la consultation du 27 décembre 1959, un avant-projet de loi est conçu. À Wallis, un seul homme parlera au nom des habitants des 2 archipels. 3 hommes pour penser le destin de 2 archipels ? C'est autour de 3 acteurs principaux que va naître le projet de loi pour le statut. Néanmoins, c'est Monseigneur Poncet qui parlera au nom du peuple wallisien et futunien. Monseigneur Poncet est le vicaire apostolique des îles Wallis et Futuna depuis 1936. Il parle très bien la langue wallisienne et s'impose souvent comme l'interprète et l'intermédiaire entre les populations locales et la résidence. Pour avoir vécu durant de longues années parmi les Wallisiens, il est le seul Européen à maîtriser le savoir pour tout ce qui relève de l'organisation coutumière de la chefferie, ainsi que les rituels d'intronisation royale. Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie est M. Laurent-Élisée Péchou depuis le 1er décembre 1958. Il est présent pendant les grands moments de changement à Wallis et Futuna. Il restera en place jusqu'en 1963 et participera ainsi au vote et à la mise en place du statut. En 1959, c'est ce personnage qui représente l'intermédiaire diplomatique entre la France et Wallis et Futuna. Fauché est envoyé à Wallis en tant que résident au mois d'août 1957. Il est le premier résident à être passé par l'École nationale de la France d'outre-mer, et ainsi le dernier à porter ce titre, désormais obsolète après le 29 juillet 1961. Il y restera jusqu'au 9 juillet de la même année. L'avant-projet de loi du statut de Wallis et Futuna, 1959. Les sources que nous avons consultées à l'évêché de Lanneau ne nous laissent que des doutes quant aux auteurs réels de la conception du projet. Néanmoins, l'ensemble de nos questions et de nos réponses aboutissent à une seule personne, Monseigneur Poncet. En effet, en octobre 1959, le vicaire apostolique de Wallis et Futuna remet un exemplaire, plus exactement, un court essai, aux résidents pour le projet de statut. C'est précisément dans ce texte que nous allons découvrir les préoccupations de la mission catholique. Garder sa place au sein du futur territoire. Le vicaire envisage aussi la préservation des coutumes wallisiennes et futuniennes, qui relèvent, depuis l'évangélisation des 2 archipels en 1841, d'une morale et d'une intégrité religieuse sans conteste. Monseigneur Poncet est l'auteur de la toute première ébauche de statut écrite avant le vote du 27 décembre 1959, date à laquelle les Wallisiens et les Futuniens doivent se prononcer en faveur ou non du statut. Ce texte date du mois d'octobre 1959. 2 parties s'en dégagent. La première décrit clairement les nominations coutumières des rois et des chefs, comme il en a toujours été à Wallis et Futuna depuis l'arrivée des missionnaires. Une seconde partie simule une organisation gouvernementale moderne associée à la chefferie coutumière et dotée de compétences à définir. Dans un premier temps, à la lecture de cet écrit, nous pouvons d'ores et déjà noter la trop grande récurrence d'utilisation de termes très contemporains pour expliquer à des administrateurs une organisation hiérarchique de type traditionnel. Nous ne savons pas si c'est le but recherché du vicaire, mais ce qui est certain c'est qu'il y a une volonté de calquer des éléments coutumiers sur des éléments de la République française.
On note en effet une certaine difficulté à trouver le terme adéquat pour désigner les royaumes, notions qui sont rarement utilisées dans les systèmes politiques du XXe siècle. En effet, l'auteur hésite entre le mot district et région pour nommer chacun des royaumes, UVA, Alo et Sigave. De même, beaucoup d'autres expressions modernes sont employées à la place d'autres appellations, d'ordinaire traditionnelles. Celles de ministre et de premier ministre, par exemple, désignent les chefs coutumiers les plus importants qui entourent les rois. S'ajoutent à cela des mots tels que administrer et élection, qui n'existent pas dans la réalité coutumière de l'époque et qui faussent le sens réel du système coutumier. Chacun de ces districts est administré par un grand chef ou souverain traditionnel. L'élection de ces 3 souverains est définitive après l'approbation du résident. Peut-on concevoir ce type de vocabulaire dans la sphère d'une société traditionnelle ? Peut-être pas. Prenons comme exemple le mot ministre. Il est d'origine latine, minister, et signifie serviteur. En Europe et pendant des siècles, les ministres constituaient l'entourage du roi et formaient son conseil. Les premiers véritables ministères apparaissent à la fin du XVIIe siècle et remplissent les fonctions régaliennes, c'est-à-dire les offices de l'État. Car le mot État lui-même n'apparaît dans les langues européennes que vers le XVe siècle, pour désigner l'organisation politique et juridique d'une société ou d'un pays. C'est pourquoi parler de ministres et d'États en Europe n'est pas contraire à la logique de l'époque, même si cela reflète une image différente aujourd'hui. En revanche, parler de ministres dans les sociétés insulaires sans État comme à Wallis et à Futuna, où la coutume orale domine depuis des siècles, c'est faire un non-sens sur la réalité de l'époque. Même aujourd'hui, nous sommes dans une logique contradictoire lorsqu'on parle de ministres, pour indiquer les grands et les petits chefs du roi. Ni le terme de ministre, ni le terme de conseiller n'est approprié pour désigner les chefs traditionnels, quelle que soit la période envisagée. Néanmoins, afin de se rapprocher le plus possible de la réalité de la fonction coutumière, nous utiliserons le mot conseiller pour désigner les chefs coutumiers. Le terme des élections, utilisé par Monseigneur Poncet, est tout aussi incorrect. En effet, rappelons la phrase « L'élection de ces 3 souverains est définitive après l'approbation du résident de France ». Il ne s'agit pas ici de l'élection d'un souverain, mais plus précisément d'une désignation, et ce par les plus anciens des membres de la famille royale. C'est-à-dire que les membres ne votent pas à main levée, ou par bulletin secret. Ils discutent longuement, et cela peut durer des jours et des mois, jusqu'à ce qu'ils s'accordent sur une personne. Monseigneur Poncet maîtrise entièrement la coutume wallisienne. Certes, ses écrits sur la coutume sont très complets, mais sa description relève plus de la pensée occidentale que de la pensée insulaire. Toutefois, nous pouvons penser que Monseigneur Poncet utilise volontairement ces termes dans le but de faire comprendre le fonctionnement du gouvernement UVE accent aigu EN aux représentants de la France. Cet extrait s'adresse en effet à ces derniers. Nous avons pu observer dans cette première partie du texte la confusion entre l'organisation du système coutumier wallisien et celle de la République française. Maintenant, nous allons voir que cette volonté de fusion des 2 systèmes traditionnels et républicains se poursuit dans la création des institutions pour le futur territoire. Dans un deuxième temps, Monseigneur Poncet utilise pour la première fois les notions d'assemblée territoriale et de conseil de gouvernement, ce dernier conçu comme l'organe du pouvoir exécutif. Il décrit clairement comment l'assemblée territoriale doit être composée des 3 souverains ainsi que de leurs ministres respectifs, qu'il faut un délégué de la Chambre de commerce, un représentant de la mission catholique et enfin de 10 autres membres élus au suffrage universel. Il en est de même avec le conseil de gouvernement, composé uniquement du Haut de Wallis et de 2 délégués des Sceaux d'Alo et de Sigave. Ce conseil est présidé par le résident de France à Wallis, et vice-présidé à tour de rôle par le Haut de Wallis et par l'un des 2 délégués d'Alo et de Sigave. Monseigneur Poncet précise notamment qu'aucune loi de la République française ne doit être appliquée à Wallis et Futuna, sans passer par le vote de l'Assemblée territoriale. Enfin, tous les Wallisiens et les Futuniens conservent leur statut personnel. L'avant-dernière clause nous dévoile les vestiges de la théocratie missionnaire, qui a dominé la vie des archipels pendant toute la période du protectorat, mais elle a été achachurée et supprimée, sans doute parce que non conforme à la Constitution. La religion catholique romaine étant en fait,
la religion de tous les Wallisiens et Futuniens autochtones, c'est-à-dire de l'ensemble de la population du territoire, très attachée à cette religion. Aucune loi ne peut être votée par l'Assemblée territoriale, ni appliquée dans le territoire, qui serait en contradiction avec le droit canonique de l'Église catholique romaine. Il est certain que ce premier projet définit clairement les bases sur lesquelles va être fondé, plus tard, le véritable statut de Thom. Beaucoup d'idées vont être reprises dans ce texte, car les membres de l'Assemblée nationale à Paris ignorent tout de ces archipels. En revanche, il n'est fait aucune mention de l'enseignement dans ce texte, alors que cela reste l'une des premières préoccupations de la mission. Dans un courrier adressé au haut-commissaire le 8 novembre 1959, le vicaire s'inquiète de la rédaction du projet de loi qui se fera bien après le vote. Ce qui signifie que les Wallisiens et les Futuniens vont voter pour devenir Thom, avant que le statut ne soit rédigé. Il affirme aussi que selon le résident, la rédaction du projet se fera entièrement à Paris. En réponse aux inquiétudes de Monseigneur Poncet, le haut-commissaire confirme par une lettre du 30 novembre que la rédaction se fera à Wallis après le vote du 27 décembre, et cela en présence des hauts dignitaires coutumiers. Nous assistons là aux toutes premières appréhensions du projet qui ferait de Wallis et Futuna un nouveau territoire d'outre-mer. Mais peu importe les discussions à Wallis, le statut était déjà en marche et rien ne pouvait faire reculer les démarches entreprises par Paris, pas même les inquiétudes du vicaire. En effet, dès le 4 décembre 1959, le décret numéro 59-1364 organise la consultation des populations de Wallis et Futuna pour le 27 décembre. Les discussions autour du projet après le vote du 27 décembre 1959, 1960 à 1961. La consultation désormais terminée, le oui l'a emporté sur le non. Comme l'a prévu le décret, une assemblée provisoire constituée des 3 rois de Wallis et Futuna ainsi que des 3 premiers conseillers dans l'ordre hiérarchique traditionnel, doit discuter du projet de loi portant sur le statut de Thom. Mais avant que le texte ne soit discuté devant une assemblée provisoire, il faut tout d'abord ébaucher un avant-projet. Des correspondances continuent d'être échangées entre Monseigneur Poncet et le résident intérimaire Jacques Herry. Après plusieurs modifications en janvier 1960, le projet est présenté dans son intégralité au haut-commissaire et aux résidents. Certains de ces articles retiennent notre attention. Le premier alinéa adopte la notion de région pour désigner les royaumes d'Uvea, d'Alo et de Sigave. Le troisième alinéa précise que la première assemblée territoriale devra être composée des 3 chefs suprêmes ou souverains traditionnels de chacune des régions. Cela signifie que les membres de l'assemblée territoriale seront le Lavelua accompagné de 6 de ses conseillers, le Tui Agaifo d'Alo avec 3 de ses conseillers, le Tamolvais avec aussi 3 de ses conseillers. S'ajoutent à cette liste les 3 chefs de district de la région de Wallis, d'un délégué de la Chambre de commerce, d'un représentant de la mission catholique désigné par le vicaire apostolique de Wallis et Futuna. Enfin, le 14e alinéa précise la composition du conseil de gouvernement qui constitue l'organe exécutif du territoire. Il comprend le chef suprême de Wallis, son premier ministre, 2 autres de ses ministres, un délégué du chef suprême d'Alo, un délégué du chef suprême de Sigave. Le représentant du gouvernement de la République préside ce conseil, qui siège à Mata-Utu, chef-lieu du territoire. Ces extraits de l'avant-projet méritent une attention particulière, car ce sont les seuls qui révèlent de manière très explicite la fusion entre les éléments du système coutumier et ceux d'un système plus moderne, la République française. Ne retenons pas la composition de l'Assemblée provisoire car comme son nom l'indique, la procédure est temporaire et de toute façon, elle a été organisée par le décret et non par les textes en question. En revanche, la composition du Conseil de gouvernement est très importante. Conçu comme l'organe exécutif à part entière, le Conseil de gouvernement est le point fort de l'administration territoriale. Cela signifie que les chefs traditionnels, c'est-à-dire les 3 rois de Wallis et Futuna, sont englobés dans la sphère du pouvoir exécutif républicain, de la même façon qu'ils détiennent le pouvoir de décision et de commandement dans la sphère traditionnelle. De plus, le résident ou l'administrateur supérieur siège et préside ce conseil. Il est,
dans cette fonction, le représentant de la France qui lui a délégué ce pouvoir d'exécution. Nous avons ici des souverains issus des lignées royales existant depuis des siècles, et qui concentrent en leur seule personne le symbole et le pouvoir monarchique. Faire entrer dans un exécutif des citoyens non élus et n'étant à aucun titre l'émanation d'une assemblée élue, n'est-ce pas là une contradiction avec les héritiers de 1789 ? Face à cette nouvelle société où le pouvoir n'est attribué qu'à ceux qui gagnent le suffrage des électeurs, où l'ascension sociale nécessite argent ou connaissance, souvent les deux, les souverains de ces archipels se présentent avec comme légitimité, le nom, la sagesse et la droiture pour lesquels ils ont été choisis pour régner. Les alinéas respectifs 7 et 16 affectent l'exercice du pouvoir coutumier. L'Assemblée territoriale a le pouvoir de modifier l'organisation traditionnelle de l'administration particulière de chacune des 3 régions du territoire, toutes les fois qu'elle le jugera utile, dans un sens conforme à la Constitution de la République, et de plus en plus démocratique. La liberté d'administration de chacun de ces chefs suprêmes, comme aussi celle des chefs de district ou de village, est limitée par les lois ou règlements votés par l'Assemblée territoriale pour l'ensemble du territoire, dont ils devront assurer l'observation. L'idée de ces 2 citations ci-dessus implique que l'organisation coutumière, comme il est dit, doit se soumettre à une nouvelle institution importée et représentée par l'Assemblée territoriale. À l'exception de l'Assemblée provisoire dont les membres sont prédésignés, les assemblées suivantes verront leurs membres élus au suffrage universel. Par conséquent, si Monseigneur Poncet donne à l'Assemblée un pouvoir sur le traditionnel en plus du pouvoir de délibération dont elle dispose normalement, il est certain que cela ira à l'encontre de la coutume. Il est étonnant de constater cette volonté de la part de Monseigneur Poncet. Ce dernier, ou plus particulièrement la mission catholique, a toujours essayé de préserver l'autorité de la coutume, car elle-même était contrôlée par l'Église. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.